Pourquoi a-t-on l'impression que l'on chante mieux sous la douche? C'est ce que nous expliquera notre spécialiste qui a découvert la loi qui régissait de l'acoustique. Dans la vie, il y a ceux qui, comme Paul Verlaine, font souvent des rêves étranges et pénétrants, et en plus s'en souviennent suffisamment pour en écrire des poèmes. C'est ce que nous expliquera notre spécialiste. Dans ce journal également, nous verrons à quoi ressemble le plus haut château de sable jamais construit dans le monde. Et si la SNCF était moins fiable qu'avant, celle qui a perdu toute son efficacité et sa fiabilité, le point en fin de journal. Et enfin, peut-on venir à bout une bonne fois pour toutes avec le plastique que nous produisons? Quelques réponses à la fin de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand. Pourquoi a-t-on l'impression Vous l'avez sans doute remarqué, lorsque l'on chante sous la douche, on a l'impression que l'on chante beaucoup mieux que lorsque l'on chante ailleurs. Sauf qu'en fait, non. Mais alors, pourquoi est-ce que l'on a cette impression? Pour le comprendre, il faut d'abord savoir que lorsqu'on perçoit un son, on entend plusieurs fois la même chose. D'abord, on perçoit ce que l'on appelle le son direct, c'est-à-dire l'onde sonore transmise directement depuis sa source à mon oreille. Et puis, on perçoit ce qu'on appelle le son réfléchi, c'est-à-dire les ondes sonores qui ont d'abord rebondi contre les murs avant de parvenir à mon oreille. Or, en fonction de la pièce dans laquelle on se trouve, ces ondes vont rebondir plus ou moins longtemps avant de disparaître totalement. C'est ce qu'on appelle le temps de réverbération. Dans une église, en moyenne, le temps de réverbération est environ de 5 secondes. C'est cette réverbération qui caractérise en grande partie l'acoustique d'une pièce. Pendant très longtemps, l'être humain s'est contenté de s'adapter aux différentes acoustiques. Quand on a fait des grands espaces pour des édifices religieux, on n'a pas voulu faire de la réverbération, elle est venue avec le bâtiment, c'est-à-dire on a construit d'immenses trucs en pierre, la pierre c'est réfléchissant, on a fait d'immenses volumes, on a donc créé des musiques adaptées à ça, on n'a pas été faire des pizzicati avec des triples croches, non, 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 on a fait des tenues, on a laissé retomber. Mais ce qui marche bien pour Vivaldi marche beaucoup moins bien dans d'autres cas. C'est ce que les architectes de l'église Saint-Thomas à New York ont appris à leurs dépens. En 1913, 6 ans après le début de sa conception, l'église est enfin achevée. C'est une magnifique cathédrale néo-gothique à l'européenne, faite de pierre et de vitraux. Les architectes ont pensé à tout, à un détail près, l'acoustique. Car à l'époque, il s'y tient des messes protestantes modernes. Dans ces messes, le contenu des prêches du pasteur est essentiel. Or, à cause de la réverbération, les paroissiens n'y comprennent rien. Avant, face à ce problème, on avait tendance à se dire « Ouais, on a merdé. » Mais ça, c'était avant l'intervention de ce monsieur, dont le nom a la particularité d'être composé de 3 prénoms, Wallace, Clément, Sabine. En 1895, l'université d'Harvard termine la construction du Fogg Museum sur son campus. Petit problème, l'une des principales salles de conférence a une réverbération tellement forte que les élèves ne comprennent rien à ce que dit leur prof. Sabine, jeune professeure de physique à Harvard, va alors passer des nuits entières à comparer la réverbération de différentes salles de conférence. Quelques années plus tard, cela donne naissance à une nouvelle formule mathématique, l'équation de Sabine. En gros, cette équation dit que le temps de réverbération est le résultat d'une relation entre le volume d'une pièce, sa surface et son coefficient d'absorption, c'est-à-dire la capacité des matériaux qui composent la pièce à absorber ou non le son. Les matières lisses comme le béton
ont tendance à réfléchir le son, tandis que les matières poreuses, comme la fibre, ont tendance à l'absorber. Et c'est justement grâce à des tuiles poreuses disséminées un peu partout dans l'église que Sabine parvient en 1913 à faire baisser la réverbération de saint Thomas. Mais le meilleur moyen de comprendre l'équation de Sabine, c'est encore de l'expérimenter. Donc ici, on est dans la chambre anéchoïque, on rentre dans la chambre anéchoïque. Les ondes sonores se propagent dans la salle sans réflexion. On n'a pas la sensation d'environnement. On a l'impression d'être dans une petite pièce. Oui, on a l'impression d'être dans un placard là. Oui, dans un placard, grosso modo, oui, avec beaucoup de vêtements. Pour créer ces propriétés acoustiques exceptionnelles, les scientifiques de l'IRCAM ont utilisé les 3 variables de l'équation de Sabine. Le volume de la pièce, sa surface, que les ingénieurs ont maximisé grâce à des centaines de dièdres, ces formes géométriques en 3 dimensions, et enfin, le coefficient d'absorption des matériaux qui composent cette chambre. Ici, les dièdres sont en laine de verre et en mousse, des matières très absorbantes. Résultat, c'est comme si le son s'arrêtait de voyager. Dans une salle de bain, c'est tout le contraire. Dans une salle de bain, vous avez des murs qui sont très réfléchissantes. C'est pour ça que vous aimez peut-être chanter quand vous êtes dans la douche. Vous aimez chanter parce que vous avez une grande acoustique. Comble de l'histoire de saint Thomas, après les travaux de Sabine, on entend certes beaucoup mieux les sermons, mais la musique liturgique y sonne moins bien. Résultat, en 1972, de nouveaux travaux acoustiques sont entrepris. Et cette fois-ci, pour lui redonner une partie de son acoustique d'avant. Petit conseil, comme d'un point de vue acoustique, une salle de bain, en gros, c'est comme une petite église, eh bien, il vaut mieux y chanter des musiques adaptées aux églises. Donc la prochaine fois que vous chantez sous la douche, n'hésitez pas à remplacer Despacito par Vivaldi. Comment faire pour se souvenir de ses rêves? C'est l'éclairage de ce lundi soir que tente de répondre Perrine Ruby. C'est une chercheure en neurosciences. Les détails signés Sylvie Chayette et Paul Imbert, ce sont nos spécialistes lyonnais. Comment faire pour se souvenir de ses rêves? Dans la vie, il y a les gens comme Paul Verlaine, qui non seulement font souvent des rêves étranges et pénétrants, mais qui en plus s'en souviennent suffisamment pour écrire des poèmes. Et puis, il y a les autres, ceux qui ne s'en souviennent jamais. Alors, comment expliquer cette injustice? Pourquoi certaines personnes se souviennent de leurs rêves et d'autres pas? Pour répondre à cette question, Perrine Ruby, du Centre de recherche en neurosciences de Lyon, a étudié l'activité cérébrale d'une quarantaine de personnes endormies afin de comprendre ce qui les différenciait. Cela lui a permis de classer la population étudiée en 2 catégories. D'une part, ceux qu'elle appelle les grands rêveurs et d'autre part, ceux qu'elle appelle les petits rêveurs. Les grands rêveurs se souviennent de leurs rêves en moyenne 5,2 fois par semaine, tandis que les petits rêveurs ne s'en souviennent en moyenne que 2 fois par mois. Il en manque une. La principale chose que Perrine a remarqué, c'est que les grands rêveurs se réveillent 2 fois plus souvent que les petits rêveurs. Or, la clé pour se souvenir d'un rêve, c'est de se réveiller. Car le cerveau endormi n'est tout simplement pas capable de mémoriser de nouvelles informations. Mais attention, il ne faut pas se réveiller n'importe comment. L'idéal, d'après les observations de Perrine, c'est de se réveiller de façon abrupte pour être surpris comme en flagrant délit de rêve. Si vous avez l'habitude de vous réveiller tous les jours de votre vie à 7 h du matin, votre corps s'habitue à ce rythme et le réveil vous surprend de moins en moins à mesure que le temps passe. Mais si brusquement vous réglez votre réveil 10 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard par exemple, eh bien il vous surprendra alors que vous êtes en plein sommeil. Et cette surprise vous aidera à vous souvenir de votre rêve. Et comme les souvenirs des rêves ont tendance à s'effacer très vite, Perrine Ruby conseille aussi de garder sur sa table de nuit un carnet qui permet de prendre son rêve en note dès le réveil. Et qui sait, si votre rêve est étrange et pénétrant, vous ferez peut-être une belle carrière de poète. Je vous le disais dans l'annonce des titres, il a beau ressembler au Mont Saint-Michel, ce château de sable de 16,68 m de haut n'a pas été construit par hasard au bord de la mer. Il se trouve dans l'ouest de l'Allemagne. Le 1er septembre dernier, il était officiellement devenu le plus haut château de sable du monde, jamais réalisé selon Guinness Records.
Olivier Leroux nous décrit ces quelques images. Pleasure to officially recognize a new Guinness World Records title! Es ist ein spezieller Sand, es ist kein Beachsand. Mit Strandsand zum Beispiel können wir auch nichts anfangen. Der bröselt uns einfach so auseinander. Und zwar, wir benutzen einen Sand, der ist sehr, 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 sehr feinkörnig. Das ist 0,0 bis Millimeter Größenformat. Und dieser Sand ist sehr, sehr bindig. Es ist sogenannter Reizsand und besteht zu 80-90% aus Quarzsand. Dadurch werden die Winkel also stumpfer, das Gewicht wird sich besser verteilen, sodass nicht alles punktlastig irgendwie auf einer engeren Fläche steht. C'est une remarque que tout usager de la SNCF a au moins entendu une fois dans sa vie. De mon temps, les trains n'étaient pas en retard, explique un voyageur de 87 ans, Charles-Henri Gros. C'est une remarque que tout usager de la SNCF a entendue au moins une fois dans sa vie. De plus en plus cher et le service se dégrade. Le service se dégrade de mois en mois, d'année en année. Il y a des pannes, il y a des trains de plus en plus en retard, alors qu'il y a 20 ans, on louait la ponctualité de la SNCF. Alors, la SNCF est-elle vraiment moins fiable qu'avant ? En fait, il est quasi impossible de comparer la ponctualité des TGV d'aujourd'hui avec celle des trains à vapeur des années 1930. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas à l'époque de données publiques sur le sujet. Ce n'est que depuis 2012 que la SNCF a mis en ligne ce site rempli de statistiques ultra précises sur ses services. Vous pouvez à présent vous amuser à calculer la fréquentation en gare d'Ambérieu en Bugey, contrôler le prix de la salade de riz safranée aux petits légumes croquants et tofu, et bien sûr, contrôler la ponctualité des trains sur votre ligne. C'est avec ces mêmes données que le cabinet BCG a évalué en août 2017 si la SNCF avait gagné ou perdu en efficacité, sur la base de 3 critères: la qualité du service, le volume de passagers et la sécurité à bord des trains. Résultat, pour la SNCF, il y a d'abord une bonne nouvelle. La France obtient une note globale de 6 sur 10, ce qui la place en 9e position des réseaux ferrés les plus performants en Europe, devant la Grande-Bretagne, l'Espagne ou la Norvège. La mauvaise nouvelle, c'est que la SNCF était à la 4e place en 2015 et même à la 2e place en 2012, juste derrière la Suisse, championne incontestée du classement. En fait, si les trains danois ou allemands ont gagné en ponctualité au fil des années, les trains français, eux, n'ont pas beaucoup progressé. Pire, ils ont connu une hausse des incidents de trafic, plus 14% entre 2012 et 2017. Sur la question de la ponctualité, la SNCF se vante de 90% de trains à l'heure, en banlieue comme dans les TGV, avec une méthode de calcul bien à elle. Seuls les retards de plus de 10 minutes sur les trajets de plus d'1h30 sont comptabilisés. Il faut que le train arrive avec plus de 15 minutes de retard sur un long trajet de plus de 3 heures pour qu'il soit compté. Mais si l'on prend en compte tous les TGV arrivés avec plus de 5 minutes de retard, quelle que soit la longueur du trajet, le taux de train arrivé à l'heure passe de 90% à 80%. En d'autres termes, un TGV sur 5 arrive donc avec un retard d'au moins 5 minutes.
Pour rassurer les usagers sur l'avenir, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, dégaine souvent un maître mot. On investit. Investir. On a investi comme jamais pour préparer l'avenir. Et sur ce point, le cabinet BCG lui donne plutôt raison. À gauche, l'évolution de la performance des réseaux ferroviaires. À droite, le niveau d'investissement en milliards d'euros entre 2005 et 2014. Le constat est clair, plus un pays investit dans ses trains, et plus ces derniers ont tendance à arriver à l'heure. De quoi justifier les 46 milliards d'euros que la SNCF promet d'investir ces 10 prochaines années. Théoriquement, ce qui est pratique avec le plastique, c'est qu'il est recyclable, enfin certains plastiques, pas tout le temps. Alors peut-on venir à bout de ce fameux plastique que nous pratiquons tout le temps et que nous produisons? Voici le reportage en détail signé Diane Gouffran, Olivier Cresta et nos équipes en région. Peut-on vraiment se débarrasser du plastique que nous produisons? Quand vous triez vos déchets, est-ce que vous n'avez pas vous aussi ce sentiment du devoir accompli? Que grâce à vous, ces bouteilles sont promises à une nouvelle vie? Certes, tous vos plastiques ne sont pas recyclables, mais bon, vous avez fait votre devoir de citoyen, et en général, on préfère ne pas trop penser à l'après. Pourtant, quand on sait qu'un Français produit 2 fois plus de déchets qu'il y a 40 ans, que près de la moitié sont composés de plastique et que la majorité de ces déchets sont des emballages qui en général ont servi moins d'1 an avant d'être jetés, on peut se poser une question. Que devient toute cette matière plastique? Commençons par un petit rappel. Vous le savez certainement, mais ça va mieux en le disant, le plastique n'est pas biodégradable. En effet, la plupart des plastiques sont issus des hydrocarbures. Mélangés à d'autres molécules et substances chimiques, on peut lui donner à peu près n'importe quelle forme et résistance. Le hic, c'est que contrairement à ces fruits qui finiront par disparaître en quelques semaines sous l'action des micro-organismes, ce sac de course, ce briquet ou cette carte bleue, eux, sont là pour longtemps. Très longtemps. Et même s'ils finissent un jour par se décomposer, ils ne disparaissent jamais complètement et leurs microparticules polluent l'environnement. Aujourd'hui, il existe 3 manières de traiter le plastique. La plus utilisée consiste à empiler les déchets dans un coin, ça s'appelle les décharges et 40% de nos déchets plastiques y sont stockés. Les décharges sont censées être très réglementées dans la plupart des pays développés car elles doivent pouvoir contenir les fuites de polluants. Mais dans beaucoup de régions du monde, elles ne sont qu'une montagne de déchets à ciel ouvert, ce qui conduit à la pollution des écosystèmes. Et puis il y a les décharges sauvages et les déchets laissés dans la nature, par-ci par-là. Mine de rien, c'est 1/3 des emballages plastiques que nous produisons qui passent au travers des mailles des filières de retraitement. Portés par le vent, les ruisseaux, les fleuves, ce sont eux que l'on retrouve dans les océans. Ils forment ce qu'on appelle des continents de déchets et posent alors de nombreux problèmes graves pour les écosystèmes marins. Ainsi, plus de 70% de nos emballages plastiques sont soit stockés, soit jetés dans la nature. Qu'en est-il des 30% restants ? Eh bien, la deuxième solution pour traiter le plastique, c'est la destruction thermique. Actuellement, 14% des déchets plastiques sont incinérés. Ça permet de réduire considérablement la masse de déchets et en même temps de produire de l'énergie par combustion. Le problème, c'est que ça génère des émissions de polluants atmosphériques qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé. Et puis à la sortie, il reste tout de même 30% du volume de départ. Des résidus solides, appelés mâches-fer. Hautement toxiques, ils doivent être entreposés dans des sites de stockage de déchets dangereux, autrement dit, des décharges. Et enfin, il y a le recyclage. Cela concerne la catégorie des thermoplastiques, c'est-à-dire des plastiques qui peuvent être modifiés par chauffage et refroidissement successifs de façon réversible. Après avoir été collectés, ils sont compressés, broyés, lavés, régénérés en granulés, et voilà, une matière première prête à un nouvel usage. La solution du recyclage semble donc idéale, mais sur les 78 millions de tonnes d'emballages plastiques produits chaque année dans le monde, seulement 14% sont triés et 10% sont véritablement recyclés. Et enfin, seuls 2% seront recyclés plus d'une fois. Si le taux de recyclage est si faible, c'est parce que le tri sélectif n'existe pas partout dans le monde.
et même là où il a été mis en place, la pratique n'est pas encore très claire pour tout le monde. Et le pot de yaourt, c'est dans quelle poubelle déjà? Et la boîte de conserve? Et le sachet du fromage? En plus, la matière recyclée n'est pas forcément compétitive face au plastique neuf, encore très peu coûteux. Autre problème, au fil des recyclages, ces plastiques sont moins performants et donc pas recyclables à l'infini. Des pistes d'alternatives émergent régulièrement, comme le plastique à base d'algues, d'amidon de pommes de terre ou de crevettes. Un ver mangeur de plastique a même été récemment découvert. Mais pour l'instant, rien ne peut pallier notre appétit pour le plastique à base d'hydrocarbures. Si nous continuons au même rythme, des chercheurs ont calculé que nous doublerons le volume que nous avons sur les bras d'ici à 2050. Le poids de plastique présent dans les océans sera alors équivalent à celui de toute la faune marine qui y vit. On l'a dit, la plupart de ces déchets sont des emballages. La solution serait peut-être donc de ne plus acheter de produits conditionnés sous plastique. Mais cela s'avère très compliqué aujourd'hui car le plastique est partout. Certaines enseignes ont donc misé sur cette niche. De plus en plus de magasins proposent des produits en vrac et on compte plus d'une cinquantaine d'enseignes qui ont complètement banni les emballages. Le principe est simple, les clients viennent avec leurs récipients réutilisables, en verre, en tissu, en papier et pourquoi pas même en plastique. Voilà, et tout de suite, voici l'image du jour. Et puis avant de se quitter, rappelons la principale information évoquée dans ce journal. C'est une remarque que tout usager de la SNCF a au moins entendu une fois. Moi, de mon temps, les trains n'étaient pas en retard, annonce un voyageur de 87 ans. Fin de ce grand news journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la méthode de Jean-Pierre Buffet et la suite de votre programmation sur News TV et YouTube. Vous pouvez retrouver la prochaine rediffusion tout à l'heure à 22h55. J'aurai un grand plaisir de vous retrouver demain à 20h30 dans le Grand News. Je vous souhaite une très belle soirée et merci de nous rester fidèles.